l'activité annuelle de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été présentée au chef de l'État dans la ligne de mire la corruption, le mal qui gangrène tout développement. La lutte contre la pauvreté en Afrique était au cœur de la rencontre annuelle entre le président du groupe de la BAD et le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Un point de voile a aussi été levé sur les projets pour la Côte d'Ivoire. Bernard Blindadi a reçu officiellement le prix UNESCO INAM, un prix de notoriété mondiale. L'écrivain ivoirien est le premier lauréat de ce prix. Madame, Monsieur, bonsoir. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a enregistré en 2015 63 dossiers de dénonciation d'actes liés à la corruption, selon le président de l'institution qui a présenté au président Ouattara son rapport d'activité 2015. Un rapport marqué par 4 axes. L'institution que dirige Seydou Iliman Diarra entend œuvrer pour un changement de mentalité et un renforcement de l'éthique dans la gestion des affaires publiques. Le reportage de Jérôme Koufi Abolan. Lutter contre la corruption et inculquer la probité, telle est la feuille de route de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. L'institution a fait le bilan de ses activités pour l'année 2015 à peine achevée. C'est pour remettre au président de la République, Alassane Ouattara, le rapport contenant ce bilan que les membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance se sont rendus ce jeudi au palais présidentiel. Excellence, Monsieur le Président de la République, en inaugurant votre deuxième mandat, par la réception du rapport de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, vous réaffirmez votre engagement ferme à poursuivre vos actions en vue d'une plus grande moralisation de la vie publique nationale. Il s'agit à l'évidence d'un signal fort que vous donnez à l'ensemble de vos concitoyens et surtout des gestionnaires de la chose publique pour un changement qualitatif de comportement préalable à l'émergence de l'Ivoirien nouveau. C'est un rapport en 4 axes. Il s'agit notamment des réformes à mettre en œuvre dans l'administration publique et privée en vue d'une meilleure responsabilisation des agents. L'une des mesures dans ce sens concerne la déclaration de patrimoine. À ce jour, ce sont environ 4 500 déclarations qui ont été enregistrées. Selon le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Seydou Iliman Diarra, ce n'est pas assez, mais la détermination pour réussir la mission reste grande. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance voudrait partager avec vous la conviction qu'un environnement des affaires marqué par une grande transparence dans la gestion des ressources publiques et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées demeure un avantage correct, concurrentiel, durable pour encourager les investissements directs étrangers et nationaux. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend donc conduire avec abnégation les chantiers qui sont les siens. Elle est consciente de l'immensité de la tâche et de la délicatesse de sa mission. Mais surtout, elle reste convaincue qu'imaginer un monde sans corruption est bien, mais le construire est mieux. C'est pourquoi, à vos côtés, Monsieur le Président de la République, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance se propose d'œuvrer sans relâche en vue du changement de mentalité et du renforcement de l'éthique dans la gestion des affaires publiques. Le président de la République, Alassane Ouattara, a félicité les membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et les a exhortés à davantage d'efforts pour arriver à bout de ce fléau qu'est la corruption. Je tiens beaucoup à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Cette structure a été créée parce que nous en avons besoin. La lutte contre la corruption, le combat pour la bonne gouvernance est quelque chose d'essentiel pour que nos concitoyens soient rassurés que le bien public est utilisé à des fins publiques et que ces ressources mises à disposition permettent d'améliorer le quotidien de nos concitoyens et surtout d'améliorer le quotidien des plus défavorisés. Si les ressources ne sont pas utilisées avec efficience, on ne peut pas réduire la pauvreté dans notre pays. En tout cas, moi, je me réjouis de ce que les 5 premières années de mon mandat, nous avons pu faire reculer le taux de pauvreté, qui est passé de plus de 50% à aujourd'hui à 46%.
C'est donc 10% de diminution en 4 ans. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous féliciter. Je vous félicite par ailleurs pour donc les notations internationales, notamment avec Transparency International, le classement en 2016 qui nous met au 107e rang sur 138 pays. C'est une évolution importante, je dirais même impressionnante, mais vous et moi, nous sommes d'accord que nous devons faire mieux et que notre objectif doit être de continuer d'améliorer notre classement. Le chef de l'État a par ailleurs préconisé que, outre la sensibilisation, des mesures de répression soient prises pour une lutte plus efficace contre la corruption et la gabegie. Pour lui, c'est à ce prix que l'on parviendra à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Le bilan de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a aussi été présenté au président Ouattara. Ce rapport porte sur le contrôle du pluralisme d'expression, la couverture médiatique de l'élection présidentielle de 2015 et la mise en œuvre effective de la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Une délégation du Millennium Challenge Corporation a rencontré le chef de l'État sur la table à l'éradication des contraintes au développement en Côte d'Ivoire par la mise en œuvre de plusieurs investissements dans le pays. Le reportage de Habiba Dambélé Saoui. La présence à Abidjan de la délégation du MCC, Millennium Challenge Corporation, est la suite logique de l'éligibilité en décembre dernier de la Côte d'Ivoire au programme compact du MCC. 3 jours durant, la mission de travail conduite par Kamran Khan, vice-président du MCC et représentant du secrétaire d'État américain au sein de la délégation, a échangé avec les autorités ivoiriennes sur la mise en œuvre du programme compact. Elle est donc venue faire le point de sa mission au président Alassane Ouattara. Donc nous avons parlé de 2 points principalement. Le premier, c'est un programme compact standard pour la Côte d'Ivoire. Avec cela, nous avons parlé donc de possibles investissements au niveau de la région, étant donné le rôle de locomotive que la Côte d'Ivoire joue dans la région ouest-africaine. Nous sommes accordés sur les différentes approches au niveau des subventions que le MCC fait. Et bien sûr, avant tout, nous avons établi le caractère important sur la propriété donc, de la mise en œuvre de ces plans par le pays hôte, dans ce cas la Côte d'Ivoire, et s'assurer donc que l'impact se fera ressentir sur le citoyen lambda ivoirien, parce que le but, si vous voulez, du MCC, du programme compact, c'est le partenariat donc, entre le peuple ivoirien et le peuple américain. Et enfin, une partie un peu sur la réforme politique qui sera à entreprendre. L'éligibilité au programme compact du MCC récompense les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de bonne gouvernance. Elle devrait déboucher sur le déblocage d'une subvention comprise entre 150 et 400 milliards de francs CFA octroyée par le Congrès américain sur une période de 5 ans. Une enveloppe qui va servir à financer des projets structurants dans les infrastructures et le développement humain afin de réduire la pauvreté. Le chef du gouvernement a échangé ce matin avec l'administrateur de l'OIF, Daniel Kablan-Duncan, et Adama Ouane. On parlait des 8e Jeux de la francophonie, sans occulter bien entendu les questions liées à l'espace francophone. Thomas Guessambi. En arrivant ce matin à la primature, Adama Ouane, administrateur de l'OIF, voulait surtout se faire une idée claire sur l'état et le niveau de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et son organisation. Et c'est en toute convivialité que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan le reçoit avec la délégation qui l'accompagne. L'économie numérique, la cybercriminalité, la tenue prochaine du Massa sont des sujets passés en revue avant de s'appesantir sur les prochains Jeux de la francophonie que la Côte d'Ivoire accueille. Les Jeux sont pris en main au plus haut niveau. Le président de la République s'est engagé, le Premier ministre et tous les ministres. Il y a des rencontres régulières et des dispositions concrètes, financières, matérielles, de motivation ont été mises en place et les équipes en place ont abattu un travail considérable. C'est un événement majeur qui est suivi par la planète entière, qui fait la fierté de la francophonie et je peux vous dire qu'on a été fortement impressionnés
Ce passage de l'administrateur de l'OIF précède la venue en mars prochain du Conseil d'orientation de l'organisation pour évoquer et garantir d'autres aspects pratiques de la tenue de l'événement. Le président de la BAD, la Banque africaine de développement, a présenté aux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ses projets pour l'Afrique. Akinwumi Adesina est revenu sur ses priorités et a demandé l'appui de toute la communauté diplomatique aux efforts entrepris pour développer l'Afrique. Lansine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame Ala étaient à l'Hôtel Ivoire où s'est tenue la réunion annuelle de la BAD avec les ambassadeurs. Le président du groupe de la Banque africaine de développement BAD envisage d'imposer un nouveau rythme à son institution. Face aux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, Akinwumi Adesina résume sa feuille de route en 5 priorités. Éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique. Il faut une intégration de l'Afrique. Il faut améliorer la qualité de vie des peuples africains. Parmi ces priorités, le secteur énergétique occupe une place prépondérante. D'où un nouveau pacte pour l'énergie en Afrique. Ce New Deal repose sur l'exploitation et la valorisation du potentiel des énergies du continent, à la fois classiques et renouvelables. L'Afrique perd aujourd'hui 5% PIB chaque année à cause du manque d'électricité. Pour le financement de ce vaste projet énergétique, un portefeuille d'environ 6 000 milliards de francs CFA, investi dans l'électricité pour sortir de l'obscurité, mais surtout pour optimiser le secteur privé, réservoir de richesses et d'emplois, la Côte d'Ivoire, qui aura tout donné pour faire revenir la banque à son siège statutaire, aura sa part du gâteau. Nous avons pris la décision de renforcer notre financement pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire dans les secteurs agricoles et diversification de ce secteur avec le secteur privé, les transformations, valeur ajoutée de tous les produits ici. Nous avons aussi discuté concernant, par exemple, la situation de la création de l'emploi pour les jeunes. En mars prochain, une réunion aura lieu à Abidjan sur la réactivation du Fonds africain de développement. Sachez que Christine Lagarde est la seule candidate à la direction du Fonds monétaire international. Elle est donc virtuellement assurée de se succéder en juillet prochain. Nommée à la tête de l'institution en juillet 2011 pour 5 ans, l'ancienne ministre de l'économie française avait officiellement fait acte de candidature le 22 janvier et avait reçu de nombreux soutiens en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. En Côte d'Ivoire, le gouvernement entend améliorer l'exécution des marchés publics. Les acteurs de la commande publique sont donc réunis à Grand-Bassam, et ce, pendant 2 jours, pour réfléchir sur la réduction des délais d'exécution et le respect de la transparence. Justine Saïdiki revient de Grand-Bassam. Pour la réalisation d'ouvrages au profit de la population tels que les ponts, les routes et les écoles prises en compte dans le budget de l'année en cours, l'État fait appel aux entreprises privées. L'État exprime ses besoins que ces entreprises exécutent. Cela est appelé commande publique ou marché public passé selon 3 modes, l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres restreint et le gré à gré. En 2015, le montant des marchés publics était plus de 996 milliards de francs CFA repartis comme su, et pour les travaux, plus de 625 milliards de francs CFA, et pour les fournisseurs, plus de 177 milliards de francs CFA. Ces chiffres cachent bien les difficultés qui entachent encore la passation des marchés publics. Le délai moyen d'exécution doit être de 88 jours au lieu d'environ 120 jours, le taux des marchés de gré à gré de 20% au lieu de 26%. Les acteurs de la commande publique veulent y arriver pour une exécution efficace des marchés publics en 2016. L'autorité de régulation des marchés publics, la direction des marchés publics, les directeurs des affaires administratives et financières des ministères, les partenaires au développement, Banque mondiale, BOAD, BAD, tout ce monde est réuni autour d'une même table pour échanger sur qu'est-ce qu'il faut
comme disposition pour qu'en 2016, les marchés publics se fassent au mieux. Pour le représentant de la tutelle de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP, Dr Ali Dumondé, cette rencontre vient à point nommé, permettant ainsi aux acteurs du système des marchés publics d'arrêter des dispositions palliatives pour la gestion 2016. L'ANRMP est chargée notamment d'identifier les faiblesses du système des marchés publics en vue de son amélioration dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité. Bernard Blindadier a reçu officiellement le prix UNESCO UNAM au Palais de la Culture de Treichville, un prix de notoriété mondiale. L'écrivain de renom pour l'Afrique francophone a été sélectionné parmi des candidats de 20 pays différents. Le reportage de Serge Coléa. Du haut de ses 100 ans, Bernard Blindadier, le natif d'Assini dans le sud de la Côte d'Ivoire, fait son entrée dans la 1500 places du Palais de la Culture de Treichville, Bernard Dadier. L'homme, accompagné du ministre de la Culture et de la Francophonie, reçoit la reconnaissance d'un public sous le charme de son riche parcours littéraire long de 80 ans. Quoi de plus normal, puisque la justesse du message humaniste véhiculé dans ses œuvres a définitivement dépassé les frontières du continent noir pour asseoir l'hégémonie du père des lettres ivoiriennes au cœur même de l'UNESCO à Paris. Bernard est le lauréat du prix UNESCO UNAM, financé par l'Université nationale du Mexique. Il a été choisi devant 19 personnalités et organisations mondiales. Le 30 novembre 2015, la directrice générale écrivait à Bernard Dadier en ces termes, et je cite, « J'ai le plaisir de vous annoncer qu'en reconnaissance de votre contribution inestimable à la littérature africaine et francophone, j'ai décidé de vous décerner le prix UNESCO UNAM Jaime Torres Bodé en sciences sociales, sciences humaines et arts pour l'année 2015, conformément aux recommandations du jury. » Le prix UNESCO UNAM, symbole de sa contribution au développement du savoir dans le monde, a été remis par le représentant de la directrice générale de l'UNESCO, Yao Ido, au ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, et à la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. À leur tour, ils sont allés à la rencontre de l'écrivain pluridimensionnel et de son épouse pour leur permettre de tenir en main la prestigieuse distinction. Ce prix est une chance car il permet de célébrer l'homme nouveau, cet homme nouveau, porteur des plus hautes valeurs humaines, de courage, de justice, et nous sommes en train de le construire dans notre pays. Nous le construisons sous la haute direction du président Alassane Ouattara, qui entend édifier pour nos populations une société de progrès et de réussite individuelle et collective. Je vous invite à croire en l'Ivoirien nouveau. Cet Ivoirien nouveau sera comme Bernard Dadier. Souvenons-nous de cette sagesse dans Crimbier, le travail, et après le travail, l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne, telle va être la devise de votre génération. Crimbier de Bernard Dadier, c'est cela l'Ivoirien nouveau. Le lauréat du prix UNESCO UNAM s'est exprimé. Merci. Seigneur mon Dieu, quand mon grand âge, vous m'avez confié cet espoir. Merci à vous et merci à vous tous. Merci. Son fils a pris le relais pour lire une partie de son discours axé sur son engagement pour la littérature et pour un monde où la dignité humaine, la justice et l'égalité entre les hommes doivent triompher. Représentation artistique, chants, poèmes et contes à la gloire de cet érudit ivoirien ont donné à cet hommage tout son caractère festif. Une épidémie de méningite a coûté la vie à 18 personnes dans un village de Bouna, dans le nord-est du pays. Plusieurs autres luttent encore contre la maladie. Les autorités sanitaires sont à pied d'œuvre pour freiner la propagation de la maladie. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle. Les faits avec Moussa Konaté. Douleur et tristesse se lisent sur les visages. La famille Somme est en deuil. Elle a perdu 2 enfants, un autre dans un état critique.
Tous sont victimes de l'épidémie de méningite qui sévit depuis plus d'1 mois dans le village de Yunduo, à 110 km de Bouna. J'ai l'impression de rêver. J'ai perdu 2 enfants en 3 jours. Actuellement, il y a un autre qui est couché à l'hôpital. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est la désolation dans tout le village. 18 morts ont été enregistrés. Plusieurs autres personnes encore hospitalisées. L'inquiétude gagne du terrain chez les populations qui parlent de maladies mystérieuses. On ne sait pas d'où vient cette maladie. C'est du jamais vu. Depuis moi je suis né, je n'ai jamais vu un village comme ça durant 1 mois. Le décès successivement et la personne c'est la tête c'est le cou c'est la poitrine, les côtes. En même temps, dans le coma, la personne meurt. C'est du jamais vu. Mal de tête, douleur à la poitrine, fièvre. Les victimes présentent les mêmes symptômes. Selon les autorités sanitaires, il s'agit bel et bien de la méningite, mais d'un autre type. C'est la méningite, mais à pneumo. La méningite qui est provoquée par le pneumocoque, qui est un gène contre lequel nous n'avons pas encore de vaccin. Mais il y a des médicaments efficaces. Quand le malade est pris très tôt, quand on le met sous traitement, au bout d'une semaine, ça commence à aller. Le mal désormais identifié, les malades sont donc pris en charge. Cette jeune fille s'est remise de la maladie après avoir reçu des soins. J'avais mal à la tête, au cou, à la poitrine. Arrivé au dispensaire, on m'a mis un sérum et on m'a donné des comprimés. Aujourd'hui, ça va un peu. Au jour d'aujourd'hui, la situation, je peux dire, est sous contrôle. Mais aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est surveiller. Continuer de surveiller. Chaque fois qu'il y a un cas suspect, il faut l'envoyer à l'hôpital. Donc, c'est l'appel que je peux lancer à la population. Dès qu'ils se trouvent confrontés à ces signes-là, que nous appelons des signes dus à la méningite, qu'ils se rendent rapidement au centre de santé. La situation sous contrôle. Mais les habitants de Yunduo vivent dans la psychose. Leur souhait, être débarrassés de cette maladie qui a endeuillé plusieurs familles. Sachez que la FAO lance son programme sur les menaces des pandémies émergentes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Objectif, financer les études épidémiologiques, les mesures de réduction des risques liés à ces maladies, notamment le virus Ebola, la fièvre, la grippe aviaire, la peste porcine. Le reportage de Herman Niamien. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, aux côtés de l'Afrique dans la prévention des menaces des pandémies émergentes telles que le virus Ebola, la grippe aviaire et la peste porcine. Après l'Afrique de l'Est récemment, c'est Abidjan qui abrite le lancement du programme sur les menaces des pandémies émergentes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit, à travers ce programme, de prévenir les épidémies évitables, de détecter précocement les menaces afin d'y répondre rapidement et efficacement. Près de 75% des maladies infectieuses émergentes qui ont affecté les personnes au cours du siècle dernier trouvent leur origine chez les animaux. Ce programme est financé par l'USAID à hauteur de 87 millions de dollars, soit plus de 43 milliards 500 millions de francs CFA. Ce montant va servir à financer les études épidémiologiques, les mesures de réduction des risques liés à ces maladies et le renforcement des liens entre les experts de la santé animale et les experts de santé humaine. Il s'agit à cette réunion d'Abidjan pour les experts de discuter des modalités de la mise en œuvre du programme en Afrique de l'Ouest et centrale et d'identifier les possibilités de collaboration et de partenariat entre les institutions nationales, régionales et internationales. Les récents foyers d'influenza aviaire hautement pathogènes dans la sous-région et les impacts sanitaires, économiques et sociaux de la crise liée à la maladie à virus Ebola nous rappellent l'urgence de trouver des solutions pour faire face aux maladies émergentes et réémergentes. Il s'agit aussi à travers ce programme d'identifier les réservoirs potentiels de vecteurs d'Ebola et de maladies à virus similaires ainsi que de mieux comprendre le rôle possible de l'élevage dans la transmission de cette maladie en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les 9 lauréats du prix d'excellence 2015 ont été célébrés au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ils ont reçu leur prix des mains du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo. Karim Diarra,
préfet du département de Touleplu, Seydou Ouattara, préfet de police de San Pedro, et Gaya Ambomijan, député maire de Grand Laou, sont les lauréats du prix d'excellence 2015. Ils ont reçu respectivement les prix de la meilleure autorité préfectorale, meilleur policier et de meilleur élu local. D'autres lauréats ont été également récompensés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Sentiment de fierté, sentiment d'engagement pour, ensemble avec le ministre d'État, l'aider également à relever tous les défis que le chef d'État a bien voulu lui confier à la tête de ce département important. Maintenant que nous sommes découverts par la population, je voulais m'orienter vers elle pour dire que nous n'allons pas baisser les bras. Ce pourquoi nous avons été nominés, nous le ferons jusqu'au bout, jusqu'à la fin de nos services. C'est un nouveau défi pour nous, en ce sens que nous ne devons pas faire marche arrière, qui n'avance pas recul. Donc nous devons espérer être encore sur le tableau les années à venir et pourquoi pas arriver à la première place. Je suis bien heureux parce que dans ma Bagoué, à plus de 600 km d'Abidjan, le mérite est reconnu par la nation. Et vraiment, j'ai dédié ce prix à tous les conseillers régionaux et à tous ceux qui ont fait confiance à cette équipe. Ahmed Bakayoko a félicité et encouragé les lauréats, puis les a exhortés à maintenir le cap. Si vous avez une société qui est portée par des vraies valeurs, ça va créer ce qu'on appelle l'émulation chez chacun. Tous ceux qui sont assis là, demain, voudront travailler pour que par la force de leur travail, ils soient à l'honneur de la nation. Pour vos parents qui sont là, pour vos enfants, ils sont remplis de fierté. Donc par ces paroles, je veux vous dire ma grande satisfaction, mes félicitations, mais surtout, ne baissez pas les bras. Les critères de sélection ont été définis par un comité technique sectoriel, présidé par l'inspecteur général des services de l'administration du territoire et composé de l'inspecteur général des services de police et de l'ensemble des directeurs généraux et centraux du ministère. En France, Jean-Marc Ayrault succède à Laurent Fabius, choisi hier pour devenir président du Conseil constitutionnel. Les écologistes qui avaient quitté le gouvernement en avril 2014 font leur retour avec 3 portefeuilles de ministres ou secrétaires d'État. La numéro 1 du parti Europe Écologie Les Verts, Emmanuel Cos, a été nommé ministre du Logement. Barbara Pompili et Jean-Vincent Placé, 2 parlementaires dissidents d'Europe Écologie Les Verts, formation très divisée, sont nommés secrétaire d'État. Ce remaniement vise à élargir la majorité du président socialiste François Hollande à un peu plus d'1 an de la présidentielle 2017 sans remettre en cause la ligne politique réformiste voulue par le président français. La nouvelle équipe respecte une stricte parité homme-femme et reste dirigée par le Premier ministre Manuel Valls. Les forces du régime syrien avançaient inexorablement aujourd'hui vers Tel Rifat, un des bastions les plus importants de l'insurrection dans la région d'Alep, où de violents combats avaient lieu à 3 km du fief rebelle. Les forces du régime poursuivent leur avancée dans la région nord d'Alep avec le soutien aérien russe. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. L'étau se resserre sur Alep, deuxième ville syrienne, et majoritairement entre les mains des rebelles. Les forces du régime ont renforcé leur contrôle dans la province du même nom, après avoir lancé une offensive majeure le 1er février. Dans les quartiers de la ville tenus par les rebelles, les habitants redoutent les pénuries. Les principales lignes de ravitaillement pour les rebelles menant à Alep ont été coupées. Les civils ont peur du blocus. Il y a eu un exode massif et les prix ont considérablement augmenté. Le carburant et d'autres biens n'atteignent plus la ville. Certains générateurs ne fonctionnent plus, menaçant l'approvisionnement en électricité, de quoi rendre la vie encore plus difficile dans une ville déjà éreintée par des années de guerre. Depuis le début du conflit en Syrie en 2011, 260 000 personnes ont perdu la vie et plus de la moitié de la population a dû fuir son foyer. Avant, le baril de carburant coûtait 30 000 livres. Après que les forces du régime ont atteint Nebol et Zahra, le prix du baril est passé à environ 55 à 60 000 livres. Nous vendions 1 litre de pétrole à 200 livres, maintenant nous le vendons à 325 livres. Une tactique de l'encerclement déjà utilisée par le régime contre d'autres anciens bastions rebelles. Les forces rebelles d'Alep en sont réduites à constater les dégâts.
Ce n'était pas que le régime, il y avait aussi des milices irakiennes et iraniennes, l'aviation russe et des armes lourdes, c'est ce qui les a aidés à atteindre Nebol et Zarla et à couper les routes de ravitaillement vers Alep. Avec l'aide de Dieu, nous allons faire tout notre possible pour reprendre ces zones, parce qu'un siège sur la ville serait un désastre. L'assaut lancé par le régime sur la province d'Alep avec l'aide de l'aviation russe a déjà fait plus de 500 morts depuis le début du mois. Des milliers de personnes ont fui en direction de la frontière turque, mais la Turquie, qui accueille déjà 2,7 millions de réfugiés syriens, redoute un nouvel afflux et n'a toujours pas ouvert ses portes. Pris au piège, les déplacés n'ont plus qu'une seule option, attendre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.